Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast en audio exclusivement. Nous revenons aux bases, mais c'est puisque on a des tout petits soucis techniques et on est obligé de faire ça à distance, David et moi, on préfère vous procurer de l'audio de bonne qualité plutôt que de la vidéo de mauvaise qualité, donc ce sera en audio exclusivement cette fois-ci, mais vous êtes la plupart à nous écouter en podcast audio, donc ce n'est pas très grave. Bonjour David, comment vas-tu? Eh bien écoute David, on pourrait croire que mon moral n'est pas forcément très haut puisque Everything Everywhere All at Once a tout raflé aux Oscars et que je n'avais pas aimé ce film, mais j'ai tellement de raisons de me réjouir avec toutes les news qu'on va vous donner cette semaine que je suis aux anges et ravi d'être avec toi ce soir encore une fois. Et oui, effectivement, encore une fois, on a énormément de choses à vous dire et on fera un petit point sur les Oscars en sujet principal. Quelques news, une seule news tous les deux en début d'émission, notre sujet principal, les Oscars, et on finira bien entendu par la chronique télé, les audiences et le programme de la semaine. Allez, c'est parti pour les news. Alors, notre programme des news, il est simple, ça y est, Warner Bros. A enfin annoncé le pack qui va arriver sur Prime Video. Que peux-tu nous dire à ce sujet, mon cher David? Eh bien déjà, dire qu'on est ravi que la news soit sortie cet après-midi parce qu'on a l'impression d'avoir la fâcheuse tendance avec David que dès qu'on enregistre une émission, les grosses news sortent C'est dans les vrai. heures ou le jour qui suit. Donc là, pour une fois, c'est arrivé un petit peu avant. Et tout ça pour vous dire aussi que ça va être là très très vite puisque le Pass Warner arrive jeudi chez nous, jeudi 16 mars, c'est-à-dire que en général, c'est à peu près la date à laquelle sort l'émission, donc peut-être qu'à l'heure où vous l'écoutez, le pass est déjà disponible. Alors, il s'agira de 12 chaînes qui seront disponibles en linéaire et en replay pour les abonnés Prime Video avec un surcoût supplémentaire de 9,99 € par mois. Qu'est-ce que vous avez pour 9,99 € par mois? Vous allez avoir les bouquets de chaînes donc, du groupe Warner Bros. Et notamment, en point de vue cinéma et séries, dès le 16 mars, vous aurez 4 chaînes de disponibles: HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim. Donc ça, c'est dès le 16 mars, hein. Notez bien ça. Toutes les chaînes du pack ne seront pas disponibles à cette date. Elles arriveront progressivement par la suite, d'ici une quinzaine de jours, au début du mois d'avril. Mais retenez bien ça, 4 chaînes dès le début: HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim. Et d'ici la fin du mois, vous récupérerez les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, Discovery Channel, TCM, CNN, Cartoon Network, Boomerang et donc la future Cartoonito, hein, la nouvelle chaîne, on vous en avait parlé ici même. Ah oui, c'est vrai qu'on en a Cette nouvelle parlé, chaîne ouais. qui va être créée le 3 avril et qui va donc arriver en même temps que le pass. Si vous vous abonnez dès aujourd'hui et jusqu'au 3 avril, vous avez le droit à 30 jours gratuits. C'est important de le noter. Et tout abonnement au Pass Warner est un abonnement sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le rompre à tout moment. C'est important de le dire, effectivement. Alors, je ne sais pas quel est ton avis sur le prix, sur le pack. Pas mal de polémiques en fait sur Internet parce que les gens trouvent ça relativement cher, 9,90 €. Moi, à mon humble avis, je trouve que c'est certes pas forcément donné, mais quand même, rappelons que vous aviez pour 9,90 € par mois OCS et que là, on va se retrouver avec quasiment tout le catalogue qui était avant sur OCS, peu ou prou, hein, en tout cas pour ce qui est des séries, et en plus des chaînes supplémentaires. C'est toutes les chaînes qui ont disparu de Canal début janvier, hein, suite au non-renouvellement de l'offre sur Canal. Et en plus, vous avez Eurosport. Alors, Eurosport, moi, ça fait un petit moment que j'hésitais à m'y abonner parce qu'il y a beaucoup de sports que j'aime qui passent sur cette chaîne et qui malheureusement ne sont pas sur Canal Plus Sport que j'ai dans mon abonnement, ou Canal Plus 360, etc. etc. Et Eurosport, c'est 70 € par an. Donc là, effectivement, avoir l'intégralité du catalogue HBO, avec en plus des chaînes comme Discovery Channel, Discovery Science, ID, Cartoon Network, Toonami, Adult Swim, et en plus Eurosport qui donc n'est pas donné, je trouve que l'un dans l'autre, c'est pas hors de prix. Moi, je m'attendais. Alors, il y avait eu des rumeurs sur internet, je ne sais plus si on vous en avait parlé, mais il avait été évoqué un prix entre 12 et 15 €. Donc finalement, 9,99 €, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise. À noter en plus qu'une sélection de titres sera proposée en 4K, sans aucun surcoût. Coucou Netflix, avec notamment des séries comme Game of Thrones, House of the Dragon et The Last of Us, qui sont quand même un petit peu les figures de proue assez importantes, je trouve, à mon humble avis, de ce catalogue. Donc ça peut aussi attirer des gens. Ouais, complètement, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que 9,99 c'est pas du tout abusé quand on voit qu'on paye 14,99 pour le catalogue Netflix
qui ne correspond pas forcément à tout le monde, puisqu'ils ont une ligne éditoriale, voilà, relativement, comment dire, fermée. Par contre, 9,99 pour plusieurs chaînes en linéaire et en replay. Alors effectivement, il faut le rajouter à son forfait Amazon Prime, mais qui finalement, lui, est payable à l'année. Donc est-ce que ça se ressent véritablement? Encore une fois, je pense que les gens trouvent ça cher parce qu'on est abonné à énormément de plateformes. À partir du moment où vous faites un choix, et c'est-à-dire que vous arrêtez une plateforme pour prendre ce forfait-là, je le trouve véritablement très intéressant, ce 9,99 pour autant de chaînes, et surtout autant de chaînes différentes. Comme tu le disais, il y a du sport, il y a de la découverte, il y a des chaînes pour enfants, il y a HBO qui est plutôt pour adultes, voilà, il y a de tout, de l'art et essai, il y a TCM avec le cinéma un petit peu plus art et essai ou un petit peu plus patrimoine. Donc, non, non, moi je trouve ça vraiment très bien d'avoir un catalogue aussi varié pour 9,99 € par mois. Donc voilà, en espérant que ça continue du côté de chez Prime au niveau de ce contrat-là. Encore une fois, il faut par contre un forfait Prime Oui. Vidéo. Et là, c'est vrai que c'est embêtant, mais bon, à la base, il fallait aussi un forfait Canal pour pouvoir prendre le pack Warner. Oui, n'allez pas vous désabonner en vous disant allez, j'arrête Prime et je prends Warner, ça marche pas, hein. Ça, c'est... Eh ben non, voilà, exactement. Il faut faire un choix malheureusement et voilà, et continuer son forfait Prime et prendre Warner en plus. Donc ça vous fera un total de, je crois que c'est passé à 8,99 Prime maintenant, non? C'est ça, c'est un Un truc petit comme peu ça, non? moins même, je crois, hein. Mais en fait, voilà, comme tu dis, c'est ramené à l'année. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est 6,99 Prime Video, voilà. Si vous payez par mois, ça fait un petit peu moins cher si vous le prenez à l'année. Mais ouais, il y a vraiment un catalogue assez important. Alors c'est vrai que malheureusement, c'est des chaînes qui étaient, sauf Eurosport, et Discovery Channel. Discovery Channel a quitté Canal il y a très longtemps, puisqu'il faut rappeler qu'en fait, Discovery et Warner, c'est le même groupe maintenant, hein. Discovery est la maison mère de Warner, mais sinon toutes les autres chaînes étaient effectivement présentes dans le pack family de Canal. Mais encore une fois, le coût d'Eurosport plus le coût d'HBO et de toutes les séries en replay qui sont en fait au final plus ou moins OCS, hein, encore une fois. Finalement, si vous aviez OCS et Eurosport, ça vous coûtait beaucoup plus cher que le pass Warner. Alors, notez quand même, ça c'est plutôt pour les amateurs de sport, mais que certains programmes ne seront pas disponibles, c'est important de le noter, parce que en fait, Eurosport, ils ont une application qui est très bien fichue, qui est avec des contenus payants, et Eurosport 360, qui est, on va dire, du contenu encore suradditionnel à Eurosport. Et là, ce n'est pas dans le pass Warner. Notez-le bien, hein. Ah Voilà, oui, ce n'est d'accord. pas dans le pass Warner ces avantages inhérents à Eurosport, mais quand même, il est bien noté qu'il y aura la chaîne Eurosport 1 et Eurosport 2, donc c'est deux chaînes de sport quand même avec beaucoup de programmes, et que Ouais, il y aura bien les sûr. replays de tous les replays de tous les événements diffusés sur Eurosport. Donc ça, c'est aussi très important de le noter. C'est vrai que, encore une fois, on s'y attendait pas et que ça a été assez, on l'a dit, je crois, il y a 15 jours dans l'émission, qu'il était annoncé en mars et que finalement on pensait que ça allait pas se faire parce qu'ils ne communiquaient pas dessus. C'est assez surprenant de le voir arriver presque le jour pour le lendemain finalement. Ouais, par contre, ce qui est relativement intéressant et presque inquiétant, c'est qu'on voit dans la pub que vous avez sur Twitter et sur les divers réseaux, il montre The Last of Us, alors effectivement qui appartient à HBO, mais il le montre dans le pack Warner. Alors en espérant que cette fameuse saison 1 de The Last of Us reste bien sur Prime Video et qu'on soit pas obligé de la regarder avec le pack Warner d'ici 6 ou 7 mois parce elle aura basculé sur le pack, quoi. Ça, c'est vrai que pour l'instant, si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas communiqué dessus. Mais on peut s'attendre, en tout cas à minima, est-ce que la saison 2 sera gratuite sur Prime? Ça, c'est pas Ouais. certain, certain. Eh bah, écoute, c'était une bien grosse news finalement, hein, qui méritait d'être toute seule dans ce segment-là. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Si vous comptez vous abonner à ce fameux pack à 9,99. On sait qu'il y a énormément d'entre vous qui sont fans d'HBO hein, ou de Discovery. C'est vrai que c'est des chaînes qui sont vraiment très appréciées. Et puis bah, pareil pour Eurosport, hein, finalement. Je sais pas s'ils ont des ligues majeures de disponibles sur Eurosport. Mais voilà, je connais pas mal de monde qui était abonné à l'époque à Ouais, cette alors chaîne-là. Eurosport, c'est vraiment pas mal centré sur le tennis. Du coup, c'est assez paradoxal parce que c'est un sport que je regarde pas. Donc, quand je vous disais que j'hésitais, mais il y a beaucoup de cyclisme aussi. Point de vue Ouais. football, malheureusement moins parce qu'ils ont perdu leur dernier droit important qui était la Coupe de France au profit de Beansport. En fait, le patron d'Eurosport donnait une interview l'autre jour à la radio, pardon, dans le journal L'équipe assez intéressante, où il expliquait qu'en fait Eurosport c'était vraiment une marque très importante chez nous,
Dans pas mal de pays, en fait, Eurosport a changé de nom. Eurosport a D'accord. changé de nom dans pas mal de pays, mais qu'en France, ils comptaient pas le faire parce que c'est une marque très profondément marquée. Rappelons Ah que oui, complètement, ouais. jusqu'à très récemment, Eurosport appartenait à TF1, en fait, hein. Eurosport, c'était la chaîne, sportive de TF1 et ça, beaucoup de gens Ah l'ignorent. d'accord. Ouais, ouais, je savais pas, ouais. Et là, depuis quelques années, c'est Discovery donc qui a racheté, la marque et du coup, voilà, Eurosport a pas les moyens de se positionner sur de très gros sports, mais par contre, peut quand même, proposer, notamment tout un tas de sports d'hiver, hein. Là, la saison, va s'achever bientôt, mais tout ce qui est ski et puis tous les sports d'hiver, en général, hein, tout ce que vous retrouvez aux JO d'hiver. Ah oui, d'accord, sport d'hiver. Je croyais que tu disais des divers sports, mais non, c'est les sports Ouais, d'hiver, oui, pardon. d'hiver, ouais, D'-H-I-V-E-R, plus beaucoup de cyclisme, beaucoup de tennis, un petit peu de foot et puis des sports assez atypiques, assez sympas à regarder comme du snooker par exemple ou des fléchettes ou des choses comme ça. Donc le panel de sports d'Eurosport est quand même, assez intéressant et rappelons ils sont codiffuseurs aussi du Tour de France Ouais, avec France Télé et que, bah, ça marche pas mal aussi avec Guillaume Di Grazia qui est le commentateur, estampillé, cyclisme, hein. Il faut rappeler qu'Alexandre Pasteur, qui actuellement, commente le Tour de France sur France 2, a été débauché d'Eurosport. d'accord. C'est-à-dire qu'il était le concurrent, d'Eurosport sur le Tour de France 2 pardon, sur le Tour de France il y a quelques années et qu'au final il a été, débauché par France 2, c'est assez rigolo. Mais, voilà, beaucoup de sports divers et variés et vraiment Eurosport, c'est une marque qui compte, on va dire même dans l'inconscient, des Français, quand on parle de sport. Oui. Après, bon voilà, loin de nous l'idée de vous inciter à partir sur ce pack. De notre côté, on le trouve très intéressant. Je vais t'avouer que moi, pour l'instant, je ne vais pas céder, puisque bon, les programmes qui m'intéressent sont relativement limités. J'ai déjà beaucoup à faire Mmh. avec Canal et bah, le catalogue de base de Prime. Mais j'avoue que toutes les personnes qui ont perdu ce pack et qui le regardaient énormément via Canal+, je ne peux que leur conseiller finalement à ce prix-là de repartir dessus pour retrouver un petit peu les programmes qu'ils avaient l'habitude de voir, via toutes ces chaînes, quoi. Oui, évidemment, hein, j'oubliais les droits des jeux olympiques, hein, très important, Ah oui, en partenariat bien sûr. avec, France Télé. Quant à moi, autant vous dire que c'est pas très raisonnable, mais que je vais partir tête la première et que dès jeudi soir, ce bon vieux David pourra vous parler du pass Warner. Alors je me suis dit que, de toute façon, moi, ces chaînes me manquent sur Canal, Ouais, vraiment, voilà, c'est ça. Toonami, par exemple. Toonami, moi, je regardais énormément la série Harley Quinn, c'est vraiment mon Mmh. coup de cœur d'animation. Je regardais beaucoup Toonami, TCM, Warner TV, c'est des super chaînes. En plus, le catalogue HBO et comme je vous le disais, encore cet été, j'ai failli m'abonner à Eurosport, mais je me suis dit: «Non, allez, c'est pas le moment, fais-le pas» et cetera. Là, avoir tout ça d'un coup, franchement, je pensais pas me réabonner à quelque chose, mais vu que je pense de plus en plus à quitter mon abonnement Netflix, Ouais, je pense que ça pourrait être, c'est une bonne ça va compensation, ouais. entrer dans la balance. En tout cas, je vais prendre le mois gratuit, mais je pense que les probabilités pour que je le garde en payant sont très, très grandes. On va quitter le monde des plateformes, bah, pas vraiment en fait, hein, puisqu'on va passer à notre gros sujet et on va tout de suite parler des Oscars. Alors mon cher David, la première question qui se pose, c'est: étais-tu debout pour le direct des Oscars hier sur Canal+? Non, 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 non. Hier, j'étais devant France 2 et Get Out. Oui, On parlera des audiences tout à tout à l'heure. fait. Et après, j'étais devant mon coussin sous ma couette. Et bah, comme tous les ans, j'ai vu les résultats le matin. C'est vrai que quand ça tombe pendant les vacances scolaires, des fois, je me dis que j'aimerais bien regarder, mais c'est toujours un horaire un peu «bâtard» entre guillemets, puisque la cérémonie commence vers 1 heure, 1 heure et demie du matin, Ah mais les oui, grosses récompenses, ça arrive très tard et en fait, c'est trop tard pour se coucher tard et trop tôt pour se lever tôt. Je sais pas si vous voyez ce que je c'est veux ça. dire, mais cet horaire-là, entre 3 et 5 heures du mat, où vraiment les couches tard, on est quand même crevé, ou alors les lève tôt sont pas encore levés. Ben, ça tombe toujours dans cette fourchette-là. Donc non, malheureusement, je n'étais pas devant. Puis de toute façon, pour voir gagner Everything Everywhere, franchement, Alors, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, si c'est le premier podcast que vous écoutez, Everything Everywhere All at Once, c'est mon film de 2022. Je trouve que voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je comprends, le film est clivant, donc je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aient pas aimé. Je m'attendais pas, on va passer tout de suite au vif du sujet. Je m'attendais quand même pas à ce qu'il gagne autant de récompenses parce qu'il en a déjà eu pas mal cette saison, entre les Golden Globes, et les diverses cérémonies qu'il y a déjà eu. Et c'est vrai que bah là, on est quand même sur un gros paquet de récompenses. On l'a déjà pour le meilleur film, meilleure actrice pardon, dans un rôle principal pour Michelle Yeoh, meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'était bien sûr Data
dans les Goonies. Vous avez également, Jamie Lee Curtis qui a gagné la meilleure actrice dans un second rôle. On a également le meilleur scénario original. Bien évidemment, meilleure réalisation pour Daniel Scheinert et Daniel Kwan, les fameux Daniels. On a également le meilleur montage pour Everything Everywhere All at Once. Et il me semble que c'est tout et c'est déjà pas mal. Donc, Rappelons qu'en plus, pardon, en plus d'être Data dans les Goonies, il était aussi auprès d'Harrison Ford ouais, dans Indiana tout à Jones fait. et le Temple maudit et que les 2 se sont retrouvés hier soir. Ouais. C'était une des images chouettes de la soirée. Je sais pas si tu Ouais, l'as vu, ouais, mais ouais, j'ai vu, ouais, vraiment, c'était très c'est sympa. très bien, ouais. On a le magnifique, alors nous, on l'a pas vu encore, donc il est sorti le 8 mars ici en France et on n'a pas encore pu le diffuser dans notre cinéma de campagne, mais meilleur acteur pour Brendan Fraser dans The Whale et j'ai très, très, très hâte de le voir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais vraiment, ce film me Ah bah tente vraiment énormément. moi, de toute façon, Aronofsky étant un de mes réalisateurs préférés et en plus avec, tout ce qui se passe autour Brendan de The Fraser? Whale Ah oui, et le fait qu'on en parle énormément, ouais. puis voilà, j'ai super hâte de le voir. C'est clair. Ensuite, on a le mais alors ça, c'est très drôle parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous, avec Cannes et les Césars, mais les films Netflix ont droit aussi de faire partie des nommés et donc de la récompense. Et donc là, c'est À l'Ouest, rien de nouveau, qui a gagné une récompense pour le meilleur film international, puisqu'il me semble que le film est allemand, si je ne me trompe pas. Il a été très apprécié sur la plateforme, il est disponible sur Netflix ici en France. On a eu effectivement aussi la meilleure musique originale pour ce film-là, meilleure photographie également et les meilleurs décors. Donc ça raconte un passage de la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. C'est un film qui se passe dans les tranchées. Je sais pas si tu en sais plus, toi, à ce niveau-là. Non, je me suis pas renseigné du tout sur ce film, en fait. Non, je le connais pas du tout, désolé. Alors oui, effectivement, c'est un film allemand qui est sorti le 28 octobre sur Netflix, sur l'histoire poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai que le point de vue, effectivement, est assez intéressant de prendre le point de vue des Allemands sur ce coup-là. Et voilà, donc le film a eu toutes ses récompenses, qui, à mon avis, sont assez méritées, parce qu'il avait fait pas mal le buzz sur la toile à l'époque où il était sorti. Le buzz sur la toile. Ok, boomer, merci, bonjour. Euh, Mais enfin voilà, on en avait beaucoup parlé en tout cas dans la sphère cinéphile, on va dire, qui sont abonnés aux plateformes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le meilleur film documentaire pour Navalny, que je ne connais pas du tout. On a également la meilleure adaptation pour Woman Talking, qui vient à peine de sortir en France. On a la meilleure chanson originale pour RRR, qui est un film indien Oui, qui des Robins outre... des Bois? Oui, exactement. Voilà, c'est Pour des Robins des Bois. Des Robins Alors des 20 Bois. ans après sa sortie, il est enfin récompensé, c'est C'est ça, formidable. il était Ça temps quand s'écrit même. presque pareil, hein, Depuis en le vrai. temps. Bah, surtout que là, c'est vrai que la meilleure chanson originale du film, enfin la chanson originale du film est très très belle, donc elle mérite forcément un Oscar. Donc voilà, c'est un film indien qui a énormément fait parler de lui aux États-Unis. On a le meilleur son pour Top Gun Maverick, je trouve que c'est vraiment, bah, c'est mérité, hein. C'est vrai que le son est vraiment très très bon dans ce film-là. Meilleur costume pour Black Panther Wakanda Forever. Alors celui-là, je l'ai pas vu venir, mais en tout cas, c'est vrai que les costumes sont relativement jolis dans le film. On a les meilleurs effets visuels pour Avatar, la voix de l'eau, c'était quasiment impossible de passer à côté, hein, finalement, Ouais. sur ce film-là. J'ai oublié les meilleurs maquillages et coiffures pour The Whale, effectivement, pas étonnant non plus, vu la transformation de Brendan Fraser à l'intérieur du film. Et on va finir là-dessus, enfin on va finir au niveau des nominations, après on va vous parler en gros de ce qu'on en a Ouais. pensé, mais le meilleur film d'animation pour Pinocchio, la version Del Toro. Alors je trouve que c'est un joli pied de nez à Disney qui remporte toujours ce fameux Oscar du meilleur film d'animation. Là, c'est un joli pied de nez puisque Disney a sorti aussi un Pinocchio cette année et il n'a rien raflé alors que le Del Toro finalement a réussi à obtenir quelque chose. Alors pour rebondir directement peut-être sur Pinocchio, alors vous allez dire que j'ai passé une drôle de Saint-Valentin, mais au restaurant avec, ma compagne, on n'a pas arrêté de parler des Oscars des films d'animation, on a débriefé tout ça. Tout simplement parce que le jour de la Saint-Valentin, avant d'aller manger à midi, on est allé voir, Le Chapeauté 2 et qui était nommé pour, cet Oscar du meilleur film d'animation. Et c'est vrai que du coup, moi je suis un petit peu déçu que ce soit pas Le Chapeauté 2 qui l'ait eu, Oui, c'est parce vrai. que c'est vrai que Disney l'a très souvent, mais si on regarde le palmarès, il y a quand même des films régulièrement qui viennent contrer Disney. Je pense notamment à Spider-Man New Generation, c'est comme ça qu'il s'appelle en Oui, c'est France, hein, ça, c'est ouais, ça? tout à fait. Qui l'avait eu
et c'est vrai que de temps en temps DreamWorks le remporte aussi et cetera et là vraiment, vraiment, vraiment j'aurais adoré que Le Chapeauté 2 le remporte parce que je trouve enfin, on en a déjà parlé, David, je sais que tu l'avais bien aimé aussi, Ouais, ouais, ouais. mais je le trouve vraiment fabuleux. Je n'ai pas vu ce Pinocchio, je sais que l'ami Sylvain qui nous écoute régulièrement, il se reconnaîtra, l'a adoré et me tanne pour que je le voie et j'avoue que je suis un petit peu du coup, j'ai envie de le voir parce qu'il a eu l'Oscar et tout le monde me dit qu'il est génial, mais c'est vrai que Pinocchio, il y avait déjà eu la version, tu t'en souviens, on en avait parlé dans une des premières émissions de Critflix, hein, la version avec Roberto Benigni sur Ouais, tout à Prime, fait, ouais. qui avait été empêchée de sortir à cause du Covid. Il y a eu la version Zemeckis, il y a encore une autre version. C'est vrai que Pinocchio, on a l'impression de l'avoir vu et revu sous tous les angles et voilà. Mais effectivement, il a quand même battu Alerte rouge de Disney et Le Chapeauté. Alors, c'est vrai que sur ces dernières années, il y a Encanto qu'il a eu, Soul, Toy Story, mais sinon, on a quand même eu, Spider-Man New Generation, on avait eu, il y a quelque temps Rango, Oui, de Gore exact. C'est Verbinski ça, c'était il y a déjà un qui moment. l'avait eu. Ouais, Happy Feet, voilà, c'est Gromit, Le Voyage de Chihiro, Shrek qui l'ont eu également. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on regarde, c'est quand même Disney qui truste beaucoup ça et franchement, je suis content aussi que ce soit pas forcément un Disney qui l'ait eu, même si, Le Chapeauté l'aurait mérité. Eh oui, complètement. Après, bon, voilà, comme tu disais, moi, le chapeauté, complètement oublié qu'il avait été nominé, mais c'est vrai que j'aurais plus vu ça. Il y a une prise de risque dans le chapeauté qui est bien plus impressionnante, je trouve, que dans le stop motion de Pinocchio. Mais voilà, encore une fois, bon, bah, Mmh, au moins il était nominé, enfin, il était nommé, pardon, je dis nominé, on m'a repris la dernière fois, il faut ouais, pas dire nominé, il faut dire nommé. Autant pour moi, il était ouais. nommé. Alors après, voilà, encore une fois, on parle des récompensés, mais il y a énormément de films nommés et qui méritent tout autant de faire partie voilà, des noms à citer durant la cérémonie. Parce que s'ils ont été nommés, c'est qu'ils ont les qualités pour gagner. Et donc, bon, bah, au bout d'un moment, il faut faire un choix dans ce genre de cérémonie, mais ça n'empêche pas la qualité des autres films qui ont été présentés lors de cette soirée-là, hein. Ouais, tout à fait. Et puis pour revenir sur Everything Everywhere All at Once, je plaisante beaucoup à ce sujet depuis le début de l'émission, mais je suis très content pour l'équipe du film qu'il ait gagné autant de choses. Moi, j'ai pas réussi à rentrer dans le film. Je l'ai trouvé long et je me suis ennuyé et je l'ai pas trouvé toujours très inspiré. Mais c'était tellement original, c'était tellement inattendu ce film que je trouve qu'il y a une vraie récompense à l'audace. Et c'est pas parce que je suis pas rentré dedans que ça, c'est vrai que c'est un peu saoulant sur les réseaux sociaux parce que on a l'impression que ça va jamais, les gens sont jamais contents. Bon, ça, effectivement, on en a l'habitude, mais c'est pas parce que je suis pas rentré dans le film et que je l'ai pas apprécié que je suis pas content pour eux. Franchement, il faut quand même rappeler aussi quelque chose d'assez important, c'est que Michelle Yeoh, c'est la première artiste actrice, pardon, d'origine asiatique à remporter un Ouais, Oscar. tout à fait. Donc c'est pas rien. Jamie Lee Curtis qui depuis des décennies est dans le cinéma américain et qui a ce discours poignant en pensant à son papa et à sa maman qui étaient tous les 2 acteurs et qui n'ont jamais eu d'Oscar et qui ne sont plus là pour l'avoir l'emporté, mais qui sont ravis pour elle. Donc sur toute cette parenthèse Everything Everywhere, moi je suis très, très content pour le film et un peu surpris du coup, enfin je te laisserai peut-être parler d'Everything avant de lancer un autre sujet, mais un peu surpris de l'absence de Fabelmans que je n'ai pas vu, mais que tout le monde donnait archi favori Eh ben, je suis et qui entièrement finalement d'accord n'a avec pas toi, été ouais. titré. Ouais, après, il a été dit que The Fableman, quand il a gagné ses Golden Globes, c'était aussi pour récompenser la carrière de Spielberg par la même occasion, Ouais. mais malheureusement, le succès très très restreint qu'il a eu aux États-Unis fait que, bon, bah voilà, il faut pas oublier que les Oscars, même si le palmarès, il y a un jury, etc., ça parle aussi de rayonnement, en fait, de ces films-là. Et autant au César, je trouve on récompense des films, on peut récompenser des films parfois qui sont très discrets, hein, on en a parlé, comme, voilà, on avait parlé de Pacifiction, qui avait fait 20 000 entrées, qui avait quand même réussi à avoir une ou deux récompenses. Là, c'est vrai que aux Oscars, j'ai l'impression que les films faut quand même que les films aient une certaine notoriété pour avoir finalement accès à la nomination et peut-être même à la récompense. Après, Everything Everywhere All at Once, moi je suis très content qu'il ait gagné tout ça. Je vais t'avouer que moi, ce genre de soirée de récompense, j'aime bien quand c'est un petit peu plus éparpillé. C'est bien quand un film Oui, gagne bien une sûr. récompense par-ci, par-là. Là, on est quand même à 5 ou 6 récompenses pour Everything Everywhere. C'est un film qui aurait pu laisser sa place peut-être d'autres longs métrages pour pouvoir faire une plus grosse représentation du cinéma et du cinéma américain en général, qui de toute façon en ce moment ne va pas très bien, même si on parle beaucoup de chiffres et que voilà, il y a quand même des cinémas enfin, des films qui fonctionnent bien aux États-Unis. Le problème, c'est qu'on arrive dans un goulot d'étranglement où il n'y a que certains films qui fonctionnent aux États-Unis
et ça risque d'être très compliqué, en fait, pour les salles de cinéma dans les années à venir. Donc c'est vrai que les Oscars auraient pu peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus large au niveau des récompenses, récompenser plus de films différents pour montrer à quel point, bah, le cinéma américain reste quand même quelque chose, qui parle de tout et qui voilà et qui comment dire? Et qui peut attirer tous les publics. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est toujours bien quand il y a beaucoup de films primés. Maintenant, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la catégorisation et le fait, de ce que j'en ai entendu, qu'ils se penchent vraiment catégorie par catégorie, comment dirais-je? Qui se disent: «Bah, c'est pas parce qu'il a eu le meilleur film qu'il aura pas le même réalisateur». Pendant un temps, c'était un peu ça au Oui, César. C'était un petit peu dispatché. Là, visiblement, ils épluchent vraiment. Alors bon, meilleure actrice dans un second rôle, enfin et de ce qu'ils en disent, hein, l'Académie des Oscars, encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ils s'occupent pas du reste du palmarès quand ils se concentrent sur un prix, et je trouve ça plutôt bien pour le oui. coup. Parce que si voilà, ils ont eu meilleur film, meilleure réalisatrice, mais qu'on se serait dit: «Ah bah, on va pas le donner à Jamie Lee Curtis parce qu'il y a mieux dans tel rôle», ce serait peut-être un peu dommage. Donc c'est difficile de trouver un juste milieu, je trouve. Mais globalement, c'est quand même rare qu'il y ait des razzias comme ça, en fait, au final, hein, avec autant d'Oscars. Donc Oui. finalement, normal, c'est pas si mal fait que ça. Mais c'est vrai que cette année, pour le coup, ça donne quand même cette impression-là de raz-de-marée, Everything Everywhere All at Once. Décidément, tu avais été visionnaire, hein. Bah, visionnaire, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas non plus, donc c'est vrai que le fait qu'il soit aussi clivant, prouve qu'il n'est peut-être pas le film de la décennie non plus. Après effectivement, oui, comme tu dis, c'est vrai qu'un film qui rafle autant dans une seule soirée, prouve aussi la domination du film et la vision, des réalisateurs, qui correspond, à leur génération. C'est-à-dire que voir qu'un film a autant de récompenses d'un coup, ça prouve bien qu'il est dans l'air du temps et qu'il a eu, comment dire? Il a eu les idées qu'il fallait au moment où il le fallait, quoi. Le fait que ce soit, un film qui parle plutôt, de la population asiatique qui était quand même un petit peu, retranchée ces derniers temps, aux États-Unis. Le fait que Jamie Lee Curtis puisse avoir enfin, une récompense en tant que second rôle. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses et je trouve que là, effectivement, ça a été récompensé comme il le fallait. Mais voilà, encore une fois, comme tu disais, par exemple, The Fabelmans qui a eu, quelques nominations, n'est absolument nulle part et du coup, moi qui n'ai regardé que les Ouais, récompensés, et ben, j'avais complètement oublié qu'il avait été nommé. c'est ça. Alors moi, j'ai un petit coup de gueule quand même. Alors déjà, globalement, sur les nominations, j'avais trouvé vraiment dommage que Babylone ait presque Bah rien. ouais, Alors, je n'ai pas vu à l'Ouest rien de nouveau, mais que Babylone n'est pas la meilleure musique originale. Du coup, voilà, je suis mal placé encore une fois parce que peut-être que la musique originale d'Al West rien de nouveau est très bien, mais la partition orchestrée dans Babylone est incroyable, mais incroyable, incroyable, incroyable. Et le film qui a eu pratiquement aucune nomination, c'était vraiment déjà curieux, mais là, je me dis franchement, même pas lui donner la meilleure musique, moi, ça me fait mal au cœur. ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Après, est-ce que, Damien Chazelle est pas un petit peu, son film parle quand même d'une Amérique et d'un Hollywood, relativement répugnant. Donc est-ce que il a pas vexé des membres du jury, des Oscars et du coup, il aurait été peut-être Ouais, mis de côté? Ça peut-être. Alors, m'étonnerait, hein, là, c'est juste pour c'était le attiser les Hollywood braises, des hein. années 20, hein. Ouais, ouais, non, mais Ouais, c'est clair. c'était le Hollywood des années 20 quand Ouais, même. ouais, non, mais c'est clair. Mais bon, c'est vrai que moi je trouve ça vraiment, vraiment dommage quoi. Ça manque. La musique, moi je l'ai toujours en tête de Babylone, mais je l'ai constamment, elle me revient sans que je pense au film, tellement elle était incroyable. Il faut rappeler quand même que bah, Damien Chazelle et la musique, entre Whiplash, La La Land et Babylone, Ouais. c'est quand même une sacrée histoire d'amour. Et du coup, ouais, c'est un petit peu dommage, je trouve il aurait pu au moins avoir un Oscar, bah, de la même manière que Fabelmans, que je n'ai pas vu non plus, hein. Ouais, Donc complètement. encore une fois, je suis mal placé pour en parler, mais bon, c'est assez légitime, je trouve, que, Top Gun ait un Oscar quand même parce que ça a été un sacré Ouais. film. Sur le son, c'est pas volé. Et puis j'ai vu beaucoup de gens, être très en colère, que Black Panther ait eu les meilleurs costumes. Perso, Black Panther, moi, comme je vous l'avais dit, c'est presque aussitôt vu, aussitôt oublié. Je m'en rappelle quand même pas trop mal, mais bref, c'est un film qui m'a pas marqué du tout. Par contre, je trouve que c'est pas volé qu'il ait les meilleurs Non, costumes je suis d'accord. parce que pour le coup, c'était quand même franchement pas mal du tout. Ouais, ouais, complètement. Non, non, moi je suis d'accord. Non, mais je sais pas pourquoi mais bon, parce que de toute façon, il y aura toujours des râleurs pour dire que c'était pas mérité. Mais non, la qualité vraiment était au rendez-vous. Donc, je vois pas pourquoi Black Panther. Et puis, c'est toujours bien de se dire que bon, au moins un Marvel a récupéré une récompense. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui bossent derrière. Et ça prouve que il y a quand même, comment dire, une envie, en fait, d'une certaine partie
de l'équipe de production qui a envie que ce soit des beaux films, quoi. Voilà, donc je trouve ça chouette quand même de récompenser Mmh. ce genre de film-là. Comme tu dis, il y en a beaucoup, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Là, Black Panther, bon, bah voilà, c'était un film un peu plus intimiste et donc ça valait peut-être la peine de lui donner une récompense, quelle qu'elle soit, pour prouver qu'il y avait quand même un travail derrière, même si c'est un Marvel, quoi. Donc, après, moi, ce que je voulais demander, c'était au niveau du rayonnement, parce que bon, moi, voilà, comme on le sait, donc là, les Césars, la plupart des films sont déjà, même tous, les films sont déjà sortis en France, ils sont sortis partout dans le monde. À l'Ouest, rien de nouveau est disponible sur Netflix partout dans le monde. Est-ce que tu penses que ça va amener les gens à retourner en salle ou à aller chercher les films pour essayer de les voir, tu penses, les Oscars? Alors, je parle surtout ici en France. Aux États-Unis, je ne sais pas l'impact qu'ont les Oscars, mais je me demande, est-ce qu'ici en France, par exemple, on sait qu'Everything Everywhere ressort en salle, il est ressorti, je crois, le 8 mars. Est-ce que tu penses que ça va amener des personnes à aller découvrir le film parce qu'il a gagné des récompenses, ou en tout cas autant de récompenses? Alors, c'est une vraie question que je me suis posée, bah, parce que je me suis aussi posé la question de le reprogrammer ou non dans notre cinéma, hein. Bien sûr. Ce qui est assez compliqué, c'est assez compliqué de se prononcer sur ce film-là, parce qu'il faut quand même avoir en tête que, contrairement à The Fabelmans, par exemple, qui vient de sortir en France, Everything Everywhere est déjà sorti il y a un bon petit Eh oui, moment. complètement. Donc, il a déjà fait ses entrées à l'époque, on avait parlé pas mal de lui quand il est sorti et du coup, je sais pas et surtout, est-ce qu'il va attirer en salle le type de public à qui il pourrait plaire? C'est une vaste question parce que nous, on avait presque rempli la salle une fois, et au final, les gens étaient un peu désappointés. Bah oui. Donc, je vais prendre l'exemple de Parasite. Par exemple, Parasite, quand il a gagné l'Oscar, il n'a pas fait revenir de gens en salle parce qu'il avait déjà gagné la Palme d'Or et qu'il était sorti il y a un moment. Ouais. Et on a l'exemple complètement inverse de 2019 avec Green Book, qui venait de sortir en salle comme The Fabelman, c'est du coup qui avait drainé énormément de monde. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de non-proximité temporelle Ouais. avec la sortie du film qui peut quelque part lui être Et du coup, préjudiciable. la communication qui va autour. Oui, voilà. Alors, bien sûr qu'il va ressortir et que des gens vont aller le voir. Ça, en fait, la question, elle se pose même pas, entre guillemets. Oui, il y a des gens vont aller le voir en salle, mais est-ce qu'il va faire partie des films que beaucoup de gens vont retourner voir ou assez peu? Personnellement, je sais pas trop. Et encore une fois, comme tu disais, Green Book, l'avantage aussi qu'il avait, c'était que c'était un film très terre à terre. Là, Everything Everywhere All At Once, il a beau avoir gagné plein de récompenses, C'est tu clair. vas expliquer aux gens, ben voilà, c'est une dame qui se balade entre les univers avec des doigts saucisses. Les gens vont dire, bah d'accord, il a beau avoir gagné quelque chose, je vais peut-être pas aller le voir, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on va communiquer chez son distributeur pour les faire aller voir en salle, mais c'est vrai. Alors que, à contrario, je pense que chez nous, The Whale risque Oui, du coup de faire ses petites entrées grâce à ça, complètement. à mon Je suis avis. d'accord. Je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il faut. Le problème aussi, c'est le type de film qui est récompensé. Mais encore une fois, ça prouve aussi la modernité des Oscars de vouloir aller au-delà d'un simple scénario et de surtout proposer des récompenses qui sont liées au groupe dans lequel il est nommé, quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, de vraiment faire la différence Ouais. entre chacun des groupes et voilà, et de récompenser à sa juste valeur chacun des films, même si c'est plusieurs fois le même film, quoi. Mais bon, un palmarès effectivement qui, je pense, n'a pas fini de faire parler. En tout cas, oui, et on vous attend hein, sur le Discord, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes. On attend de savoir ce que vous en avez pensé, vous, de ce palmarès. Moi, je suis forcément très content. Je vais essayer de le voir avant qu'il parte de la plateforme OCS, puisque oui, il est disponible sur OCS. Donc voilà, on disait qu'il n'y avait rien sur OCS, mais finalement, OCS a récupéré les droits d'Everything Everywhere. Et oui, et France Télévisions a annoncé, déjà sur ses réseaux sociaux sur leurs réseaux sociaux que c'était Ouh. eux qui avaient les droits d'Everything Everywhere et que donc ce sera sur France Télé qu'il sera diffusé pour la première fois à la télévision en clair quand la chronologie des médias lui permettra, donc Eh ben, d'ici un c'est peu plus fou d'un parce an. que finalement, France Télévisions n'est pas fini de nous étonner. On va en parler dans quelques instants, puisqu'on en a fini, je pense, de ces Oscars, et on va passer tout de suite à ta chronique télévision. Allez mon cher David, on est parti pour ta chronique télévision et comme d'habitude on va commencer avec les audiences qu'ont regardé les Français la semaine dernière. Alors, je vais vous parler un petit peu de mardi et de mercredi parce que je me rends compte que je vous parle souvent de vendredi, samedi, dimanche, mais comme, il faudra aller chercher une semaine en arrière, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, disons que, c'est temporellement un petit peu plus loin, donc c'est parfois, ça me paraît pas toujours opportun de vous en parler, mais là je me suis dit quand même, il faut que j'en parle un petit peu plus et on va commencer par mardi, simplement pour vous parler des audiences d'Insaisissable. Alors mardi 7 du coup, hein. Oui, mardi 7, oui, bien sûr, puisque, là, on enregistre le lundi 13, mais je parle pas du mardi 14, j'ai pas encore les audiences de demain soir. Je voulais vous parler d'Insaisissable. Alors mardi 14, pour le coup, demain, pour nous,
Ah, hier ou avant-hier pour vous, il y a, donc, Indécisable 2 qui est diffusé le 14, mais vous dire que le premier, le 7 a fait, 1,8 million de Bien! téléspectateurs. M6 s'est classé en 4e position, Bah, donc très c'est bien, franchement ouais. pas mal pour un film sorti il y Bah, de a ouf. 10 ans. Et il faut quand même, petit scoop, hein, à l'occasion, de la diffusion du film, il a été rappelé que le 3 est en pré-production. Il D'accord. y aura bien un 3e film Insaisissable. Et ce sera peut-être une de mes news de ciné des prochaines semaines parce que, visiblement, ça devrait être, on en sait un peu plus sur le réalisateur et les équipes du film, puisque c'est le j'ai oublié son nom, mais c'est le réalisateur de, Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland qui devrait, faire, le 3. Et ce réalisateur, en fait, il a une particularité, c'est que dans les, Zombieland, eh bien, il a tourné avec Woody Harrelson et avec Jesse Et oui, Eisenberg. tout à fait, ouais. Donc il pourrait reconstituer le casting du film, pour le 3. Donc ce serait peut-être une bonne chose à voir. Ruben En tout cas, Fleischer. Insaisissable 3, voilà, Insaisissable 3 qui devrait arriver, peut-être d'ici 2 ans environ. D'ailleurs, c'est Louis Leterrier qui avait fait le premier Insaisissable et c'est lui qui réalise Fast and Furious 10 qui sort cette année. Tout à fait, Louis Leterrier, c'est, notre réalisateur français, on va dire, Exporté, de blockbuster c'est ça. américain un peu, hein, Ouais, exporté complètement, ouais. parce qu'effectivement, il a fait pas mal de choses du genre. Mercredi, alors, c'est assez intéressant de le noter, hein. Numéro 1, Les Siffleurs sur France 2, Mmh. numéro 2, Top Chef sur M6, mais numéro 3, Canal+ crypté. C'est fou. Canal+ en crypté avec le match de foot, Bayern Munich-PSG. Malheureusement, l'élimination, pour les supporters de parisiens, l'élimination du PSG, mais Ouais, une 3e place, Canal+ devant TF1. c'est Ça, fou. c'est incroyable, hein, avec 2,450 000 téléspectateurs et 2 410 000 pour TF1. Mmh mh. Et ça fait 40 000 téléspectateurs seulement de plus, mais quand même une chaîne payante, 3e place du podium, c'est quand même pas Ouais, rien. c'est très bien, ouais. Vendredi soir, à la première place, Le Crime lui va si bien sur France 2, 3,8 millions, suivi d'Une famille en or spéciale Florence Foresti, 2,6 millions, donc Pas plutôt si un bon mal, ouais. score, hein, pour Une famille en or. Et troisième place, La famille Bélier sur M6 avec 2,4 millions. C'est bien que cette case cinéma, complètement improbable de chez M6 fonctionne si bien en ce moment. Eh ben, elle fonctionne très bien et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'elle s'arrête. C'est-à-dire, comme on vous l'avait dit la dernière fois, hein, c'est des recherches appartements ou maisons à la place qui vont passer. Comptez sur moi pour regarder les audiences de plus près et pour lundi prochain les dégommer si ça fait moins bien que le Voilà, cinéma. exactement. Tu as bien Parce raison. que voilà, on est toujours heureux quand il y a du cinéma en prime et voilà. À noter, samedi soir, l'excellent score de 100 logique sur France 2 qui certes n'est qu'à la 3e place, mais qui est, seulement à quelques dizaines de milliers de téléspectateurs de The Voice. C'est un événement parce que The Voice, ça cartonne et ça faisait des scores, les concurrents étaient 2-3 millions derrière à chaque fois. Là, depuis quelque temps, ça baisse et là, on a carrément France 3 qui les dépasse régulièrement le Aïe. samedi et le nouveau jeu, 100 logique de France 2 explose les records de la case. C'est-à-dire que rarement, très rarement même, on a pu avoir autant de téléspectateurs sur cette case du samedi soir. Et puis, bah, à dire que La Belle et le Clochard 2, avec ses 200 000 téléspectateurs et ses 1% de part de marché, Ouais. n'arrive qu'à la 14e place avec Sister. Donc disons que les téléfilms Disney, ça a marché très fort avec Le Roi Lion, plutôt bien avec Le Retour de Jafar et La Petite Sirène, mais là, ça devient plus compliqué. Ouais. Bon après, c'est bien d'avoir tenté, hein. Franchement, pour le coup, c'était une tentative du samedi soir qui était, Ouais, 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 ouais. Et encore une fois, on est sur Sister. oui, 200 bien 000 sûr. téléspectateurs, c'est pas, catastrophique quand on se rappelle quand même qu'il y avait 60 000 avec la série, Oui, sur TF1 c'est Série vrai, Film de la Saint-Valentin, là. c'est vrai, c'est vrai. Et donc, duel du dimanche soir, mesdames, messieurs, avec un David qui va découvrir les audiences en même temps que vous, puisque moi j'ai les audiences, mais pas notre autre David qui a, vous l'avez dit la semaine dernière, veut se faire surprendre et qui nous a dit, à mon avis, Get Out, ils vont se prendre une tôle, vous pouvez retourner écouter le podcast de la semaine dernière. Alors, avait-il raison ou tort? À ton avis, David, à quelle place se trouve Get Out sur les audiences de la semaine? Est-ce qu'il est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième? Genre Rappelons que la deuxième étoile était 4 ou cinquième la semaine dernière, ouais hein. et attends, c'était quoi en face de sur TF1? C'était Wonder Woman, c'est ça? C'est alors sur TF1 Wonder Woman, sur M6 Zone Interdite et les enquêtes de Murdoch sur Arte. Ah, j'ai envie de croire qu'ils étaient 2e au moins malgré le score, voilà. Eh bien bravo, ils sont à la deuxième place Ah! et c'est vraiment une bonne surprise, je pense. Alors premier, c'est Wonder Woman sur TF1
avec quand même un petit 3 millions de téléspectateurs. Oui. Alors vous allez me dire: «Bah oui, tu dis que c'est petit, alors tout à l'heure tu as dit que La Famille Bélier c'était bien». On rappelle, hein, que suivant la case et le moment, c'est pas tout à fait la même chose et surtout, les dernières diffusions de Wonder Woman, on était plutôt aux alentours de 5. Mais c'est quand même une très belle surprise de voir Get Out 2e, puisqu'il faut rappeler que France 3 était très régulièrement devant France 2 et TF1 le dimanche avec, ses, téléfilms anglo-saxons ou séries. Et là, eh bien, Get Out a fait 2,4 millions de téléspectateurs. C'est C'est pas si franchement mal, pas mal ouais, du tout. franchement, oui, ça se tient, hein. C'est franchement pas mal du tout et on va dire que entre guillemets, il est arrivé presque numéro un des réseaux sociaux puisque le film a énormément fait parler, sur les réseaux sociaux, ces derniers dimanche soir pendant la diffusion du film. Donc voilà, rappelons à titre de comparaison que, Terminator avait fait 2,1 millions. Donc 2,1 millions, Get Out 2,4, Ouais. Millennium avait fait 2,1 aussi. Donc en fait, voilà, à noter quand même que Get Out fait mieux que Terminator ou que Millennium 2. Donc voilà, plutôt un bon score. Et ensuite, on retrouve derrière Zone Interdite à la troisième place, puis Les Enquêtes de Murdoch à la quatrième place. Mon garçon sur W9, c'est la surprise de la soirée avec Guillaume Canet qui fait 1,2 million. Donc assez surprenant, hein, pour Mon garçon donc. Et Arte 954 000, voilà pour les audiences de Ça, c'est dimanche. assez rare, mais du coup, ils sont en dessous du million sur Arte. Et pour information, pour ceux qui l'auraient raté, France TV, France Télévisions, chaîne, jeune, par excellence, a décidé de mettre Get Out disponible sur France.tv, ce qu'ils ne font pas d'habitude avec les films du dimanche. Ouais, ouais, c'est chouette de pouvoir le revoir et c'est ce qu'ils font quand même de plus en plus avec les films du dimanche donc Mmh mh, mmh. franchement, c'est vraiment très, très Ouais, bien. complètement. Eh bien, écoute, merci pour ces audiences, mon cher David. Nous allons, nous décaler. On sait que le printemps arrive très bientôt, donc tu vas nous parler forcément de Noël sur TF1. Ouais, je suis un peu déçu parce que Critflix, c'est aussi votre podcast de Noël officiel et des fois, on arrive à avoir des scoops, de Noël sur Critflix plus tôt dans l'année. Mais là, alors c'est une information qui est sortie par, Clément Garin, hein, sur sa page Instagram, CG Scoop, qui est vraiment, une page qui est vraiment à la pointe des informations, médias. Ça s'appelle les scoops de Clem. Donc on a une information assez intéressante puisque TF1 va avoir un nouveau show musical pour Noël. Ce show musical, ça va s'appeler Les Petits Princes. D'accord. À noter quand même que le tournage aura lieu fin avril, hein. Ah oui, Donc d'accord. voilà, pour un tournage à Noël. Mais alors ça, c'est pas nouveau, vous le savez peut-être ou pas, mais le 11 mars dernier, on s'est rappelé de la mort de Claude François. Claude François, il est mort il y a 45 ans, un 11 mars, et la dernière émission qu'il avait enregistrée, c'était l'émission de Noël 78, donc 9 mois à l'avance. C'était déjà le cas donc pour les émissions de variété il y a 45 ans, c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc ce sera une sorte de mélange, on va dire, un petit peu de The Voice Kids avec Prodige peut-être sur France 2. En fait, il y aura des stars de la chanson française qui vont coacher des équipes d'enfants pour essayer de créer le meilleur show possible. C'est la différence avec The Voice Kids où là on cherche à avoir un numéro 1. Là, vraiment, l'idée c'est de faire un grand show le meilleur possible et donc on va voir les coulisses, les préparations et on verra en finale vraiment cet immense spectacle amené par des enfants pour les fêtes de fin d'année. Ce sera donc Les Petits Princes et ça sortira aux alentours de Noël. Bah, écoute, pourquoi pas, hein. De toute façon, on sait que les programmes de Noël, il faut les diversifier pour éviter d'avoir un maximum de téléfilms de Noël à Ouais. la suite. Donc voilà, c'est pas si mal que TF1 prenne ce genre d'initiative. On prend la télécommande, on passe sur la 2 et on va partir sur France 2 que tu nous annonces comme une future première chaîne de France. Ouais, c'est un article de Kevin Boucher. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il a toujours plein d'infos, lui aussi, médias. Et là, en l'occurrence, c'est un article papier du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, sorti le dimanche 12 mars dernier, qui nous raconte avec beaucoup d'amusement que TF1 est la première chaîne de France depuis toujours. C'est la première chaîne commerciale d'Europe. Et rappelons que c'est plutôt une spécificité à la française, puisque dans les autres pays, chez nos voisins, en général, c'est la chaîne publique qui est numéro Ouais, un. On pense notamment à la bien BBC, sûr. hein, en Angleterre, à Rai en Italie, pour ne citer qu'elle. Mais en France, eh bien, c'est une chaîne commerciale qui est première. Mais dimanche, pardon, en fait, dimanche.
En février, pardon, les 2 chaînes rivales n'ont jamais été aussi proches puisque, TF1 faisait 17,9% de part d'audience et France 2 15,9. Les 2 chaînes ont vraiment été très, très proches et du côté de TF1, on imagine que France 2 risque de passer ponctuellement devant TF1, peut-être dès cet été, avec au mois de juillet le Tour de France qui fait toujours des audiences phénoménales, hein, des 4-5 millions de personnes au milieu d'après-midi. Rajoutez à ça les Jeux Olympiques de 2024. En fait, du côté de TF1, on est un peu fataliste. On se dit que ça risque forcément de se produire de manière ponctuelle en 2023 ou en 2024, mais qu'on peut s'attendre à une plus forte régularité en 2025 jusqu'à un basculement complet vers 2027 ou 2028. Alors chez TF1, on se dit on a volonté de rester leader. C'est dans notre ADN et dans la continuité de la chaîne. C'est ce que dit Yara Aprican, hein, qui est le patron des programmes de TF1, et qui dit aussi, symboliquement, ça fera quelque chose de voir France 2 avec la plus forte part d'audience du pays, mais cela n'empêchera pas TF1 d'être en tête sur ses cibles principales. Ça, c'est ce que dit un salarié de la chaîne, et tout le monde sera gagnant. C'est un petit peu comme en radio où France Inter a réussi à doubler RTL, hein, historiquement radio française numéro 1, mais c'est vrai que ce serait un sacré événement puisque ça fait des années et des années et des années que TF1 est la première chaîne française, mais là, France 2 n'a jamais été aussi proche. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, hein, en ce moment de France 2, voilà, de leur envie d'aller plus loin, de faire des choses un petit peu plus originales. On sait qu'ils ont eu énormément de succès avec des émissions comme Les Prodiges, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, que ce soit de la Ouais, télé-réalité, des films ou même des séries on a beaucoup parlé de Vortex, ils ont tenté des choses et ça évidemment. a fonctionné et on peut que les récompenser pour ça. Et ils méritent véritablement de repasser sur le devant de la scène. Et je pense que notre génération qui s'était un petit peu lassée justement des chaînes de télévision un peu conventionnelles comme TF1 reviennent pour des chaînes comme France 2, comme France 3, parfois qui tentent des choses, ou même France 5 avec des Ouais. émissions comme C'est à vous, c'est médiatique. Donc c'est vrai que la télévision française publique ne s'est jamais aussi bien portée au niveau de ses programmes, et alors c'est marrant, puisque ça tombe forcément l'année où on supprime la redevance, et où on n'a jamais été aussi dans le doute de l'enveloppe qui va être léguée tous les ans Mhm. aux chaînes de télévision publiques. C'est ça, c'est vrai que c'est un paradoxe, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais pu imaginer, il y a 15 ans. Imaginer qu'un jour France 2 serait devant TF1. Il faut encore rappeler que, il y a quelques années, les prime time de TF1, Les Experts, par exemple, la série Les Experts de base, hein, que tout Mm, le monde mm, mm. connaît, vu et revu, c'était 10 millions de Ouais, c'est fou, téléspectateurs. hein. Les Commissaires Moulin, Julie Lescaut, c'était 8-9 millions et Commissaire Moulin, le pauvre Yves Régnier est décédé il y a maintenant bientôt 2 ans, qui disait, on m'a arrêté ma série parce qu'elle faisait en moyenne 7,8 millions tous les soirs. Et aujourd'hui, chez TF1, on saute au plafond quand on fait 4. Ouais. Et c'est vrai. Mais la télé évolue, et évolue, mais on en parlait un peu en off l'autre jour, hein, quand on voit que quand même 60% des téléspectateurs étaient devant les chaînes historiques samedi soir et que 12 millions de Français, un samedi soir, rappelons que c'est quand même le soir où les gens sortent, vont au resto, vont au ciné, 12 millions de Français étaient devant soit la 1, soit la 2, soit la 3, soit la 6. Donc 4 chaînes de télé qui regroupaient autant de monde, c'est assez Ouais, incroyable. complètement. Non, non, mais on peut que se féliciter de voir que la télévision revient et on en parlera, on en parle, on en parlera toujours. Le fait que même les plateformes passent sur le linéaire, on a parlé de la catastrophe Netflix avec le spectacle de Chris Rock il y a quelques temps, on parle de justement Prime tout à l'heure qui commence à faire du linéaire avec le pack Warner Bros. Et avec le sport aussi, le foot, le tennis. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ben, on ne peut que constater en fait que la télévision revient en force sous des formes complètement différentes d'il y a 10 ans ou 15 ans. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que, voilà, que la télé est encore là et que finalement le linéaire, c'est quelque chose que les gens, dont les gens ont encore besoin en tout cas. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la news suivante. Complètement, puisque on va partir vers... alors, on n'est pas encore dans le futur, on revient dans le passé et on va parler des records, les records de ces chaînes de télévision. On avait fait les 5 premières chaînes de télévision dans l'émission de la semaine dernière. Si vous nous écoutez, eh bien, vous êtes au courant de ce qui s'est passé, les plus gros records de TF1, France 2, France 3, Canal+, et France 5. Et nous avons commencé tout de suite avec M6, quel a été le plus gros chiffre de M6 depuis que la télé existe. Enfin, en tout cas, depuis que tu as les audiences. Ouais, depuis les audiences de la télé, la plus grosse audience de l'histoire d'M6, c'est 20 827 Ah, c'est 000 fou. téléspectateurs. 20 millions, 73% du C'était public pour la devant sa nouvelle star, télé. non? Pour un jour de drame national, puisque c'était la finale de l'Euro Aïe, aïe, 2016 aïe, aïe, en aïe. France, Portugal-France, et avec la défaite, la victoire du Portugal, André-Pierre Gignac qui place
le ballon à quelques millimètres du poteau et voilà, il faut rappeler qu'en fait, c'était assez incroyable, hein, puisque je sais pas si tu as cette info David, mais TF1 et M6 à l'époque se sont partagés les droits de l'Euro. D'accord. Donc en choisissant, toi tu passes les matchs de poule, toi le quart de finale, toi mais sur la finale, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord puisqu'évidemment les 2 chaînes Bah la oui, voulaient forcément. et ça s'est joué sur un tirage au Mais sort. non. Ils ont lancé une pièce en l'air et c'est M6 qui a C'est gagné fou. et qui donc n'a pas fait que gagner un petit peu puisque, 20 827 000 téléspectateurs, presque 21 millions de personnes. C'est absolument énorme pour, la chaîne de Métropole C'est Télévision. marrant de voir qu'après, quoi, on est 10 ans, 10-15 ans plus tard maintenant, M6 a complètement laissé tomber le sport et ils y reviennent cette année, quoi. Alors M6, avait les droits encore de l'équipe de France jusqu'à il y a assez peu de temps. Maintenant, tout est sur TF1, mais il faut quand même rappeler qu'ils ont été diffuseurs de plusieurs grandes compétitions. Ils possèdent encore une partie pour cette année des droits, de la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, qui est la petite sœur de la Ligue des Champions. Mais qui est diffusé sur Mais W9, non? ouais, qui est diffusée sur W9, tout à fait. Et notons d'ailleurs une chose, hein, c'est que pendant la Coupe du monde 98, le slogan de M6, c'était «La chaîne 0% foot». Ils se vantaient de ça et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec beaucoup d'humour, quand ils ont commencé d'avoir des droits de foot, ils ont appelé leur magazine 100% Ah foot. oui, Du d'accord. coup, voilà, 0%, 100% foot. Mais voilà, pour une chaîne 0% foot, eh bien, c'est bien un match de foot qui est son record de tous les temps. Pour la chaîne Arte, alors la dernière fois, Canal+, c'était presque du cinéma puisque c'était la 37e nuit des Césars. Pour la chaîne Arte, c'est un film diffusé un jour férié, le 1er mai 2000, avec Marius et Jeannette. Arte a fait 3 900 000 téléspectateurs. D'accord. Assez fou d'imaginer Arte faisant un tel score, hein. Aujourd'hui, on est super content de voir qu'ils passent le million. Eh bien, le 1er mai 2000, ils ont fait presque 4 millions de téléspectateurs avec Marius et Jeannette. Côté C8, ce sera la finale de la Ligue des Champions 2016. Rappelons que la finale de la Ligue des Champions, ça peut-être qu'un jour je vous en parlerai, fait partie des programmes sportifs dont les chaînes de télé sont obligées de diffuser en clair. Il y a un certain nombre de programmes sportifs, les matchs de l'équipe de France de foot, la finale de la Ligue des Champions, le Tour de France, le tournoi de Roland-Garros, notamment la finale. Et donc, la finale de la Ligue des Champions, on est obligé de la diffuser en clair. Et plusieurs chaînes de télé se sont partagées les droits. On a même eu une fois une finale sur BFM TV de la Ligue des Champions, hein, quand c'est le groupe SFR qui avait eu les droits. Et là, quand Canal avait eu les droits du clair, eh bien, il avait décidé de la passer. Il y a eu une hésitation pendant un temps. Est-ce qu'on la met sur Canal Plus en clair? Mais on sait que la législation n'est pas toujours très facile à contourner. Et c'était donc C8 qui avait pu la diffuser. Et donc, avec cette finale de Ligue des Champions, C8 avait fait 4,3 millions et 21,1% de part d'audience. Ah oui. Côté W9, c'est aussi un match de Coupe d'Europe, un match de Ligue Europa où le Red Bull Salzbourg affrontait l'Olympique de Marseille et avait fait 4,7 millions de téléspectateurs. À noter que cette année-là, l'Olympique de Marseille était allé en finale de la Ligue Europa, mais qu'à partir des demi-finales, eh bien, comme vous pouvez vous en douter, M6 avait récupéré les droits, hein, il n'avait pas laissé sur W9. Donc là, c'était pour un match précédent avec 4,6 millions. Donc voilà pour W9. Et enfin, encore du sport, puisque le record de tous les temps de la chaîne TMC numéro 10 de la TNT, c'est le championnat du monde de handball masculin en 2017. C'était France-Suède et ça avait fait 4,7 millions de téléspectateurs donc pour France-Suède sur TMC. Donc voilà un programme très sportif cette semaine, hein, puisque du foot sur M6, du foot sur C8, du foot sur W9, du hand sur TMC. Heureusement qu'on avait Marius et Jeannette sur Arte. La semaine prochaine, on vous donnera le top de TFX, Énergie 12, la chaîne parlementaire, France 4 et BFM TV. Et un scoop, il y aura beaucoup moins de Ah sport. oui, bah forcément. Bah, en tout cas, c'est chouette de voir que Arte a réussi à obtenir son record via un film. Alors un film, bon, culte, certes pour Ouais, certains, mais voilà, au moins une chaîne qui a réussi à se débrouiller sans le sport. Ce qui est très drôle, c'est quand même de voir la différence des records entre les 5-6 chaînes principales et quand on passe à ouais, partir de la numéro 7, de voir que les records sont, entre, 4 et 5 millions grand maximum, heu, parce que c'est voilà, c'est ça. si loin sur la C'est ça, télécommande, quoi. c'est ça. Et un sacré scoop, c'est que sur toutes les chaînes que je vous ai données après, celle qui aura le programme le plus haut record, hein, entre TFX, Énergie 12, la chaîne parlementaire, France 4 et BFM, et ben, ce sera la chaîne parlementaire. Oh, c'est fou. C'est elle qui aura le plus gros record. Et là, sur ces chaînes-là, on va vaciller entre 1,8 million et 4 millions.
Donc voilà. On va rester dans les audiences puisqu'on va passer du côté des chaînes satellite et box et tu vas nous donner quelques petits secrets. Alors en fait, pour les chaînes qui s'appellent les médiamats thématiques, c'est-à-dire les chaînes qui sont elles s'appellent pas comme ça ces chaînes-là, mais qui sont, on va dire, comptabilisées chez Médiamétrie dans la catégorie médiamats thématiques, c'est-à-dire toutes les chaînes qui sont en dehors des 27 chaînes gratuites de la TNT. Ce sont donc les chaînes payantes que vous retrouvez soit par satellite, soit par ADSL, soit par câble ou soit via la fibre. Alors quelques chiffres quand même hein, pour info. Sachez que 45,7 millions des Français y ont accès. Ça fait 79,5% des gens qui ont acheté. Qui y ont accès. Pardon, moi j'imaginais que c'était moins. Oui, Je moi pensais aussi, qu'il y ouais. avait moins de gens que 79,5% qui les avaient. Et surtout, parmi ces 45 millions, il y en a 38 millions qui en regardent au moins une chaîne par jour, une chaîne par mois, pardon, et 11 millions au moins une chaîne par jour. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un Français sur 6 qui regarde au moins une fois une chaîne payante dans la journée, et qu'il y a un Français sur 2 qui regarde au moins une fois par mois une de ces chaînes. Un Français regarde la télé 3h20 par jour et les chaînes payantes 1h29 parmi ces 3h20. D'accord. Ah oui, Donc, parmi les si vous 3h20. faites le ratio, ouais, parmi les 3h20, il y a 1h29 de chaînes payantes. Donc, c'est pareil, ça paraît beaucoup. Alors, David, il est temps de sortir tous tes attirails bretons. Apporte-nous une bigoudaine, puisque je vais t'annoncer que la chaîne numéro 1 des chaînes payantes, c'est TV Mais non. Braise. TV Braise, qui fait 6,6% d'audience sur les chaînes thématiques, Oui. ce qui représente environ 0,7% de la télé globale. Alors, TV Braise, je pourrais vous en parler en long, en large et en travers parce que son histoire est absolument incroyable. Elle est créée fin des années 90, début des années 2000, TF1, créée par TF1, qui dit on veut faire une chaîne bretonne avec des JT dans la langue bretonne, avec des actualités bretonnes, avec des programmes bretons. Et TF1 va aller jusqu'à installer à Lorient les locaux de la nouvelle C'est chaîne. fou. Aujourd'hui, TV Braise n'a de breton que le nom. Braise, ça veut dire télé bretonne, mais en fait, Télé Braise, c'est une chaîne qui diffuse qui ne diffuse maintenant plus aucun programme breton. Les locaux de la chaîne ont été déménagés de Lorient vers Paris. D'accord. Et pour vous dire ce qui se passe en ce moment sur TV Braise, eh ben, vous avez Hercule Poirot, tous les vendredis à 20h50. Vous avez les 4 premières saisons de Balthazar. Vous avez Cold Case. Vous avez les experts à Miami. Les experts à Manhattan tous les dimanches soirs. La chaîne TV Braise, c'est devenu une chaîne qui ne passe que des séries et des téléfilms, des droits de TF1 en rediffusion. Et ça cartonne. Et au final, ben voilà, les gens regardent ça. Et alors, les après-midi, je vous dis pas, hein, c'est des experts, les experts, les experts en boucle. Et ça cartonne, puisqu'elle est numéro 1. C'est fou, mais il faudrait limite l'appeler autrement en fait. Bah, il faudrait l'appeler autrement, mais carrément, carrément. Mais je pense que c'est une chaîne, elle est tellement marquée, Ouais, c'est c'est son ça, c'est une identité en marque en fait. Les fait gens la maintenant. connaissent Ouais. comme elle s'appelle comme ça. Et si elle changeait de nom, ben, il serait un peu perdu, peut-être. Mais en tout cas, vraiment, j'espère avoir l'occasion un jour sur Netflix de vous faire un petit peu l'historique de la chaîne, parce que là, j'ai beaucoup résumé, mais c'est assez rocambolesque. À la deuxième place, alors vraiment juste en dessous, puisqu'on est aussi à 0,7% de part d'audience en total, mais à 6,4 en thématique, c'est Paris Première. On vous en dit beaucoup de bien avec David, parce que vraiment, ils ont de l'audace. Ils passent beaucoup de films, beaucoup de séries, et puis beaucoup de spectacles en direct. Et ça, c'est super cool, je Ouais, trouve. complètement. Donc voilà, à noter cette deuxième place. Et la troisième place, elle est pour Beansport Ah bah oui, avec forcément. 5,5%. Sachant quand même que Beansport, c'est pas donné, hein, c'est 14 € par mois juste pour cette chaîne, 14,99. Mais il y a des droits de foot très importants, et notamment, Beansport avait la Coupe du Monde. C'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces audiences télé là que je vous donne, ce sont des audiences qui s'étalent sur 6 mois environ, hein, puisque là, on est sur du 29 août 2022 au 12 février 2023. D'accord. Puisque contrairement aux chaînes de télé traditionnelles, c'est pas tous les mois que ça sort, hein, mais bien tous les 6 mois. Et donc, avec ces chiffres-là, dedans, il y a la Coupe du Monde. C'est pour ça que Beansport est arrivé troisième, parce qu'ils avaient les droits de la Coupe du Monde. Et malheureusement, ils ravivent la troisième place à notre petite chouchou, qui passe donc quatrième, Ah, c'est dommage. RTL 9 qui se retrouve juste derrière. C'était l'historique troisième RTL 9, Ouais. hein, et du coup RTL 9 qui passe à la quatrième place. Juste, alors
4e place à 5,4 et il y a 5,5 pour Beansport, Ouais, donc c'est on n'est pas vraiment très très loin, ouais. serré. Après, on descend à 3,3, on vous en parlait aussi avec Polar Ah Plus, oui. Ah bah ça va, elle est pas si mal la classée. chaîne de Polar de Canal. Donc à la 5e place, c'est super cool parce que vraiment, il y a plein de programmes originaux, il y a des films et des séries que vous ne voyez que sur cette chaîne et c'est pas forcément du très grand public, donc c'est vraiment cool de la retrouver ici. Ensuite, à la 6e place, c'est Teva, la chaîne à thématique féminine de M6. 7e place, c'est Canal+ Foot et c'est intéressant parce qu'on voit que Canal+ Foot, du coup, c'est la dérivée de Canal+, c'est la numéro 1 et pourtant c'est la chaîne la plus récente puisqu'elle a été créée seulement cet Eh ben été oui, avec Canal+ ouais, 360. complètement, ouais. Donc pour une chaîne qui vient d'être créée, c'est plutôt bravo à eux. Juste derrière, on a Série Club. Série Club, c'est la chaîne série aussi de TF1 qui est un petit peu du coup la petite sœur de TV Braise. Et juste en dessous à 2,2, Nickelodeon Junior. D'accord. Puis, alors après, je vais pas vous faire forcément tout le panel, mais puis on a juste derrière Canal+ Cinéma, Canal+ Sport Mmh. 360, puis Energy Hits et Canal+ Sport. OK. Ensuite, Histoire TV, Paramount Channel, 13e rue. On a Eurosport qui arrive un petit peu après par la suite, juste après AB1. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que quelques chiffres à vous donner comme ça, notamment le groupe Ciné+. On a Ciné+, Ouais. Premier, etc., etc. Et bien en fait, la première chaîne du groupe Ciné+ dans la liste, c'est Ciné+ Frisson Ah ouais. avec 1,5. Et juste après, donc, Ciné Plus Premier, Discovery Channel, Discovery Investigation, National Geographic, toute l'histoire, Planète Plus Crime, Ushuaïa. Et ça, c'est pour le haut du classement. Et après, plus on descend, plus on va retrouver des chaînes style Ciné Plus Famille, par exemple, qui est loin derrière, un petit peu plus loin derrière, Comédie Plus. Game One, Infosport Plus, etc. Mais je sais ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la toute fin du classement. À la dernière position, c'est RMC Sport 2 Access, Ouh là. RMC Sport 2 Access 1 et RMC Sport 2 Access 2 font moins de 0,1% de part Oh la d'audience, vache. c'est-à-dire une part d'audience estimée entre 0 et 1000. Donc, Ah c'est-à-dire qu'il y a ouais. potentiellement parfois personne qui regarde ces chaînes. C'est fou. Et si on remonte un petit peu plus haut, il y a Sport en France. Ça, c'est pareil, Sport en France, c'est une chaîne qui avait été lancée pour concurrencer Eurosport. On voit que ça marche pas du tout. RMC Sport 2, Boomerang plus 1, Trace Urban, Télétoon plus 1, Télétoon plus, Game One plus 1, E-Entertainment, Canal plus Kid, Canal plus Kid qui est tout à la Oh, fin c'est du fou, pourtant classement les alors programmes que sont c'est une chouettes. chaîne. Ouais, les programmes sont chouettes, ouais, tout à fait. Il y a Paramount Channel décalé, je savais même pas que Ah ça bah non, existait ouais. ça. Novelas Télé, etc., etc. Bref, j'ai peut-être été un petit peu long, mais je trouve ça absolument passionnant. Ça mériterait peut-être même un jour vraiment qu'on en parle plus en profondeur. Mais retenez surtout ça, hein, vraiment, TV Brest, Paris Première, Beansport, RTL 9, Polar+, Teva et Canal+ Foot sont les chaînes les plus regardées. Et c'est quand même dingue de se dire qu'au final, 83% des gens qui possèdent ces chaînes-là la regardent au moins une fois par mois. Mmh. Et 11 millions de personnes les regardent tous les jours. C'est énorme, 11 millions de personnes, Ouais, hein. complètement, Quand ouais. on dit que la télé est morte, 11 millions de personnes qui tous les jours regardent le satellite, c'est absolument incroyable. Et ce qui est chouette, c'est que ça prouve que ces forfaits-là, bon, on a des comment dire? On a des personnes parfois qui disent: «Oui, bah, tu prends ton forfait, mais il te sert à rien», ou on dit que les vieux prennent le satellite et puis qu'ils le regardent pas et en fait, c'est faux. C'est faux, finalement, les gens sont sur le Ah satellite et bah ils ouais. payent pas leur forfait pour rien et du coup, je trouve ça chouette, en fait, de se dire que, et ben, en fait, les personnes qui ont pris le satellite, ils s'intéressent peut-être parfois au cinéma alors qu'ils l'auraient pas fait en temps, habituel ou voilà, peut-être que monsieur ou madame prend les chaînes pour le sport et que inversement l'autre, personne du couple ou les enfants, c'est comme ça qu'il y a Ouais. plein d'enfants qui ont découvert Game One ou J1 ou des choses comme ça. C'est parce que les parents voulaient prendre le satellite pour le sport et puis en fait, il y a d'autres chaînes qui ont commencé à fonctionner grâce à ça, quoi. C'est exactement ça. Je pense que moi, mon frère, on a été bercé à ça, hein, un papa qui avait pris ça pour voir le sport, ma mère qui regardait un petit peu les chaînes cinéma et puis nous, on était calés sur Fox Kids, Cartoon Network, Disney Channel et Mmh cetera mh. et en fait, on se rend compte que finalement, c'est un modèle qui continue et qui marche puisque, de manière globale, si on prend l'audience totale, elle stagne. Alors on pourrait dire: «Bah ouais, ça stagne, c'est un peu dommage par rapport à la précédente étude qui allait de février 2022 à août 2022, mais la plupart des autres chaînes télé baissent et là, ça baisse pas. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que vraiment le public
le public est vachement fidèle à ces chaînes-là et voilà, se dire que quand même, il y a autant de personnes qui les regardent, ça fait quand même, ça fait plaisir parce que faut quand même rappeler que, même si c'est un peu schématisé, mais si elles sont payantes, c'est aussi pas pour rien, c'est qu'on a aussi des programmes de Oui, qualité bien dessus. sûr. Souvent, très souvent, il y a pas de pub, enfin, il y a des pubs parfois entre les programmes, mais très souvent, sauf sur celles qui sont très populaires. Alors là, pour le coup, c'est vrai que, TV Brest, Paris Première et RTL9, il y a de la pub pendant les programmes, mais il y en a pas sur Polar+, il y en a pas sur les chaînes Canal. Les films sont pas entrecoupés, il y a pas de grosses coupures pub entre 2 programmes et puis, voilà, c'est des programmes qui parfois, je regarde dans le classement, là, je vois les chaînes que j'aime bien, ou Choya TV, Histoire TV, qui sont des chaînes qui proposent des choses qui ne feraient pas assez d'audience Ouais. pour être sur les grandes chaînes, mais qui marchent bien sur ces Ça leur chaînes-là. permet d'être un petit peu plus, novateurs parfois et d'essayer des choses en fait, justement grâce à cet argent qui rentre via les forums. Mais il faut pas oublier aussi que parfois ces chaînes-là sont accessibles sans surcoût via les box. Donc parfois les gens n'ont même pas Oui, bien ne sûr. considèrent même pas qu'ils les payent puisqu'en fait c'est inclus dans leur forfait, internet. Ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est inclus dans leur forfait et qu'au final 80 des Français y aient accès. Moi, je suis assez surpris, mais c'est une super bonne Ouais. nouvelle et en fait, ils y ont accès et ils les regardent, donc ça, c'est top. Eh bah, complètement. Bon, bah, du coup, on va repasser du côté, des chaînes, pas publiques, mais des chaînes, gratuites et on va parler forcément du programme Ouais. de la semaine. Allez, c'est parti, on va commencer dès le samedi 18 mars, seulement du côté de Sister, vous en avez l'habitude, où je vais vous annoncer quel sera le téléfilm du soir. Et bien là, ce sera un film. J'allais dire adieu Disney, non, pas adieu Disney, au revoir Disney. Ce sera, puisque c'est les 12 travaux Ah bah, d'Astérix. chouette. Donc on reste dans le dessin animé, sans doute pour moi le meilleur dessin animé Ah bah, Astérix. complètement, complètement. Bien d'accord. Mais je pense que ça, là, c'est difficile de dire le contraire. J'espère que chez vous, vous serez d'accord et donc des audiences qui vont être attendues. Dimanche soir, le duel, c'est parti et on va commencer avec un film que je pense énormément de personnes n'ont pas pu voir, puisque c'est un film qui devait sortir juste à la fin du premier confinement et qui, au final, on a refermé les cinémas. Donc c'est un film qui n'est jamais sorti en salle, donc qui n'a été disponible actuellement qu'en DVD Blu-ray ou sur Canal. C'est Wonder Woman 84 Ah qui là. va être proposé dimanche soir par TF1. Moi, je l'aime bien. Je sais que je suis peut-être une bizarrerie, mais j'ai un très bon souvenir de ce film. Je l'ai acheté en Blu-ray, moi, vraiment. Eh bah, moi D'ailleurs, aussi. pour la petite anecdote, il faut quand même rappeler que, enfin non, vous savez peut-être que notre cinéma, le Rio Borvo, avait obtenu la sortie nationale de Wonder Woman 84 C'est et fou. qu'aux vacances de Noël 2020, ça aurait dû être le premier film qu'on allait diffuser. Et au final, tout s'est effondré quand à quelques jours de l'ouverture des cinémas a été annulée. Et du coup, Warner a décidé de le sortir directement en DVD et en Blu-ray. Donc moi, je l'avais acheté en Blu-ray pour soutenir un petit peu l'industrie du cinéma et du Blu-ray à ce moment-là. Et j'avoue que j'avais plutôt bien aimé. Mais toi, je me souviens plus trop. Et bah, écoute, moi je l'avais apprécié aussi parce que je m'étais pas focalisé forcément sur, le premier opus et sur ce que offrait le DC Universe à ce moment-là et je l'avais trouvé, relativement décalé et sympathique à regarder. Alors j'avoue que pour une expérience cinéma, je pense que les gens auraient été quand même en colère. Après pour un Blu-ray, en fait, un direct ou DVD, hein, finalement, Ouais, et ouais. ben, je me suis dit que c'était pas si mal et je l'ai acheté, je l'ai en steelbook. D'ailleurs, c'est un des seuls steelbooks que j'ai et que j'ai Ouais. acheté, plein pot. Donc voilà, je suis très content de l'avoir et je pense que je pourrais me le regarder, dimanche prochain, sans aucun problème. Ouais, c'est assez marrant de se dire qu'en fait, on a un direct tout DVD sur TF1 en prime time le dimanche Ouais, c'est sur ça, la grosse casse cinéma, complètement. c'est assez marrant, ouais. Et alors, c'est donc inédit évidemment et sur France 2, on a un inédit aussi, c'est La Daronne avec Isabelle Huppert, sorti en 2020. Oui, il paraît que c'est pas mal ça. Ouais, c'est une femme, hein, interprète pour la police dans des affaires de trafic de drogue qui va utiliser son talent pour gagner un peu plus d'argent. C'est assez déjanté, assez décalé, c'est à mi-chemin entre un drame et un polar et pour le coup, contrairement là cette semaine avec Wonder Woman et Get Out, ou la semaine précédente avec les 2 comédies françaises, là je trouve qu'on a vraiment pour des goûts assez différents. Ouais, c'est de la contre-programmation pure et c'est vrai que c'est chouette, ça va être, très intéressant de voir les chiffres la semaine prochaine. Ouais, 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 j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Sur Arte, Complètement. le million ou pas, c'est toujours la question qu'on se pose et ce sera Un pont trop loin de Richard Ah oui, Attenborough sûr. avec Sean Connery et Michael Caine. Oh si, si, ça y sera. Un film donc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, un film de 3 heures quand même, hein, Ah et oui, avec bon. en deuxième partie de soirée, donc là ça dure que 55 minutes, c'est dommage parce que c'est en face de Beau Geste, mais un documentaire inédit
qui s'appelle Michael Caine, du monde ouvrier aux Oscars de la gloire. Oh, Et chouette. c'est un film puisque demain, à l'heure où on enregistre, mardi 14 mars pour les autres, Michael Caine a 90 ans. Donc c'est l'occasion de Ah! revenir voilà, sur toute l'épopée de sa vie. C8, vous en avez l'habitude de leur film patrimoine du dimanche soir, ce sera Du mou dans la gâchette avec Bernard Blier et Jean Lefebvre. J'ai aucune idée de ce que c'est que Alors là, ce film. W9, c'est Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Virginie ah, Efira. ouais, chouette. Deux acteurs bankable avec Jean Dujardin qui joue une personne de petite taille dedans. Ouais. Pour info, quand M6 avait tenté à l'été 2021 de lancer sa case cinéma le samedi soir, c'est avec ce film qu'ils avaient commencé. Ils Oui, avaient fait c'est un peu plus vrai. d'un million de téléspectateurs, donc à voir ce que ça va donner. Dimanche, du cinéma en journée sur Gulli. Vous le noterez quand même, mais à 14h, vous aurez Léo et les extraterrestres. Alors certes, Ah c'est un oui, film d'animation, mais un oui. dimanche après-midi, c'est quand même à noter. Bah, c'est Sur chouette, hein. TFX, La doublure de Francis Weber avec Bien Daniel sûr. Auteuil et Christine Scott Thomas, et puis Mmh. Twilight 4 sur Sister. Forcément. Lundi soir, chers amis, on va aller, comme chaque lundi, faire un petit tour du côté de France 3, qui va diffuser cette fois-ci Allié de Robert Zemeckis. Ah, Je sais pas, super! et je trouve ça Enfin, vraiment super, cool alors parce que, oui, voilà, je parle pas de la qualité du film, je parle de la qualité de la programmation. De passer du ouais, Zemeckis un lundi soir comme ça sur France 3, c'est très bien. eh ben, je te rejoins à 1000%. Je trouve ça très audacieux, je trouve ça génial que ce film ait un peu de visibilité. Moi, personnellement, j'avais pas trouvé ça incroyable, je l'avais vu en salle à l'époque, je m'en rappelle, et ça reste un film où ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec un officier canadien, Brad Pitt, qui va épouser une Française jouée par Marion Cotillard. Il y a aussi Camille Cotin dans ce film, et donc c'est un film de guerre, espionnage de 2016. À noter, en face sur TF1, c'est pas du cinéma, mais c'est un téléfilm en deux parties avec Thomas Sisley qui s'appelle Comme mon fils. C'est un road movie inspiré d'une histoire vraie, et je pense que il risque de faire Oui, d'avoir son oui, petit oui. succès, ce film. Bah, surtout que les gens sont en manque de Balthazar, là. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Sur Arte, ce sera un film de Claude Goretta qui s'appelle La Dentelière, un film franco-suisseau-allemand de 1977 avec Isabelle Huppert. Donc, si Ah bah, jamais voilà. voilà, vous la voyez en version 2020 sur France 2 le dimanche et en version 1977 le lendemain sur Arte, mais c'est bel et bien la même actrice. Et en 2023 en version La Syndicaliste au cinéma, bien sûr, bien sûr. Exactement, on n'oublie pas les salles, ça c'est important. Le duel des blockbusters entre W9 et TMC, ben, TMC c'est The Dark Knight, hein, pas de Oui, surprise bah, vu oui, qu'il y avait eu forcément, Batman Begins la semaine dernière. Par contre, forcément. côté W9 qui avait passé Évasion, je me disais peut-être une des suites, parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs suites à Oui, Évasion, mais visiblement ça tient plus du nanar que du cinéma de ce qu'on m'en a dit. il paraît, ouais. Et ce sera le film Parker avec Jason Statham et Jennifer Lopez. Oh là! Après un casse réussi, un gangster est trahi par ses complices qui le laissent pour mort. Après sa convalescence, l'homme veut se venger. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Pas du tout. C'est sorti en 2013 et ça avait eu son petit succès chez les amateurs de films d'action. C'est un peu plus original que de nous repasser encore les Twilight, les machins, les Oui, trucs, voilà, donc c'est ça. voilà. Pourquoi Tout à pas. fait Et vrai. à noter sur ces stars le film Divorce. C'est la suite de Mariage et c'est franchement pas terrible. Donc je sais Oui. même pas pourquoi je vous en parle. Et à noter que pendant ce temps-là, sur TV Braise, chaîne numéro 1 des chaînes payantes, eh ben, de 13h10 à 21h, vous avez 8 heures des experts à Las Vegas. Voilà. Oh la vache! Mais en fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, c'est que les gens, Mais bien sûr, les experts, c'est des séries, typiquement, on peut picorer les épisodes. exactement. Il y a une trame de fond entre les personnages, etc., pour les gens qui les suivraient dans l'ordre, mais si vous les suivez pas dans l'ordre, ça marche pareil, rappelons-le. Donc ça, c'est donc pour le lundi soir. Mardi 21, alors que vous aurez toujours koh évidemment sur TF1, on vous rappelle que c'est la case arrêt essai de Canal+, et c'est les volets Oui, verts. Un oui. acteur vieillissant et à la santé déclinante voit son univers s'effriter quand sa compagne, une actrice, le quitte. C'est un film de Jean Becker avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant. On l'avait passé cet été au cinéma, si je dis pas de bêtises. Oui. Je voulais noter celui-là, même si je devrais pas parce que c'est pas du cinéma. Mais sur France 5, il y a un documentaire qui s'appelle Very Good Trip et qui raconte comment les produits tripiers, les tripes, ont cartonné. Mais non, Pourquoi les tripes cartonnent et ils ont appelé ça Very Good Trip. mais Et c'est c'est génial génial. parce qu'il y a plein de documentaires. Avant, c'était le vendredi soir sur France 5, j'ai pas les noms en tête, mais ils faisaient plein de jeux de mots tout le temps comme ça. Sur le cassoulet, sur les trucs comme ça. Et donc là, voilà, Very Good Trip.
et ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Sur M6, un film inédit qui Oh, s'appelle Le Bonheur des uns, avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo et Florence Foresti. Je sais pas si tu t'en rappelles. ouais, vite fait, ouais. C'est une jeune femme qui a pas beaucoup confiance en elle et qui va finalement connaître le succès grâce à un livre. Ah oui, 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 exact, oui, 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 oui. Je me souviens, ça y est. Et du coup, c'est sorti en 2020, c'est inédit en clair. Donc c'est marrant, mais on le disait la dernière fois, M6 qui balade ses films de case en case, et aussi le style de film, parce que là, Bah on ouais, passe quand même d'Insaisissable 2 au Bonheur des uns. Alors certes, ouais. TF1 est passé d'Astérix l'autre jour à la comédie avec un parent d'élève, mais bon, Bah ouais, mais au moins la case est fixe, quoi. bah ouais, 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 ouais. Bah non, c'était le lundi d'ailleurs, ouais, c'était pendant les vacances, mais je trouve Ouais. que là, c'est un peu bizarre. Mais bon. Mardi soir, sur TFX, Spider-Man. On rappelle que TF1 a récupéré les droits et qu'il nous les avait passés à Noël, des Spider-Man de Sam Raimi. Donc je pense que Oui. le blockbuster du mardi, il faut vous attendre à Spider-Man 2 Oh le bah oui, 28 il y a mars des et au chances. 3 par la suite. Et on n'a pas les audiences, bien sûr, mais on va scruter quand même. On vous rappelle que c'est un film inédit, j'ai oublié le titre, qui va passer ce mardi 14. Euh, un film qui était même pas sorti en salle, je crois. Suspicious. Ouais, voilà. Sur Énergie 12, un film catastrophe qui s'appelle The Wave. Et c'est un film norvégio-suédois, je sais pas si on dit ça comme ça, ou suédo-norvégien, de Sur une vague, je 2015. suppose. Une falaise s'effondre dans un fjord norvégien, provoquant un important raz-de-marée. Les habitants tentent d'évacuer. Ça pourrait être un film sur un laxatif, ça. Les habitants Oui. tentent d'évacuer. Tu pourras le couper, ça, si tu veux, au montage. Et sur Gulli, il y a Ballerina. En 2016, ça avait bien marché, Ah oui, 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 c'est mignon ce comme petit truc. mercredi 22. Pas beaucoup de cinéma, mais comme souvent le mercredi, 3 jours et une vie quand même, un thriller qui avait eu son petit succès, qui raconte la disparition d'un jeune homme à Noël 99. C'est un film de Nicolas Boukrieff, pardon, sorti en 2019. Sinon, côté TMC, qui nous avait passé la 7e compagnie, eh bien, on continue dans les comédies historiques avec La folle histoire de Max et Léon, du Palmacho. Bah oui, surtout qu'il y a Bonne Conduite qui arrive bientôt et puis la nouvelle soirée du Palmacho, donc Et la nouvelle soirée du Palmacho, donc on continue de surfer là-dessus. Et sur Energy 12, c'est Safe avec encore Jason Statham. Ah, Alors je ne sais pas s'il y c'est a... pas la série de TF1 qui était repassée Non, sur depuis C8. non, 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 c'est Safe, c'est bien le film. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé spécialement dans les audiences, mais on vous en avait parlé la semaine dernière de cette série qui arrivait de nulle part et qui finalement s'est un peu plantée en deuxième soirée alors Ouais, qu'elle avait complètement, ouais. cartonné sur la première, mais tout simplement parce que ça finissait à 1h30 du matin. Forcément. The Wall, un film musical, tiens, d'Alan Parker sur la chaîne France 4, et puis Charlie's Angel sur Sister. Maintenant, David, j'ai une petite colle pour toi. Sais-tu quelle est la particularité du film All My Life de Mike Myers, diffusé mardi 21? Je fais un petit retour en arrière parce que je l'avais oublié. Diffusé mardi 21. Non, je ne sais pas du tout. C'est un film qui restera à tout jamais le tout dernier film diffusé sur la chaîne Altis Studio, puisque, on l'a dit, la Oh! chaîne va disparaître. Le dernier prime time d'Altis Studio, ce sera Spirit, l'Indomptable, le fameux dessin animé des studios DreamWorks. Ce sera suivi par Land, un film de Robert Wright, et puis All My Life de Mike Myers, donc sera le dernier film de l'histoire de la chaîne Altis Studio, qui, rappelons-le, cessera d'émettre, oh je suis fatigué, cessera d'émettre le 22 mars. Jeudi soir, Prométhée sur TF1, c'est la grosse série événement avec Camille Lou et Odile Vimin. Accompagné de Hugo et Félix, Prométhée fait sa rentrée au lycée, dont Caroline Lassay est la proviseure, l'adolescente, y rencontre William, le fils de la psychologue, et c'est une série avec des jeunes comédiens très attendus, et en fait c'est pour ça Safe, hein, c'était une transition Ouais, bah entre oui, la complètement. fin de Balthazar et Prométhée, donc ça arrive sur TF1. Pendant ce temps-là, on aura plutôt des téléfilms. Pékin Express sur M6. Alors, j'adore cette nouvelle saison, elle est vraiment trop bien. Je sais que Ah c'est ouais, pas c'est du chouette. cinéma, mais je vous glisse ça. Il y a plein de rebondissements, les candidats sont super drôles, c'est vraiment génial, j'adore. Je m'éclate. Sur W9, Épouse-moi mon pote. Ah, bah oui, forcément, puisqu'il est passé sur Bah M6 il oui, y a pas longtemps. puisqu'il est passé sur M6 il n'y a pas longtemps. Sur Énergie 12, Alexandra Lamy, chouchou des Français, c'est un documentaire. Rappelons que la semaine d'avant, il y avait le documentaire sur Jean Dujardin. Et oui, bien sûr. Sur TF1 série film L'Arme Fatale 3, on continue les armes fatales, hein. Sur Chéri Complètement. 25, Roadhouse avec Patrick Swayze, mais surtout ce qui va t'intéresser, mon petit David, et qui va m'intéresser aussi, point de vue comment ça va se passer, c'est que sur TMC,
C'est donc TF1 qui a récupéré les droits, inédit en clair, John Wick Parabellum. Donc Oh! c'est assez fou parce que France 2 avait, repassé le premier, TF1 avait Oui, passé le 2 en en censuré. Ça censuré, avait bien pas sûr. marché très, très fort et du coup, le 3, je me demandais où il allait atterrir. Est-ce que France Télé allait racheter les droits ou est-ce que, TF1 allait continuer? Bah, c'est bien TF1 qui continue, mais qui continue sans continuer à fond puisque le film va être diffusé, sur, TMC donc voilà. C'est marrant cette notoriété de John Wick qui finalement ne mène nulle part en fait, parce que le film a pas tant fonctionné que ça en salle. Les 3 opus Ouais. ont fait des entrées mais sans plus, et pourtant on entend beaucoup parler de ce film-là, et même à la télévision ça ne marche pas tant que ça. Donc c'est marrant en fait de voir que le film fait autant parler de lui parce que Keanu Reeves, parce que film d'action à l'américaine, et cetera, et au final on se Ouais. rend compte qu'il marche pas tant que ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est assez paradoxal. Il a une immense notoriété, mais moi je suis le premier à ne pas l'avoir vu, hein, à n'avoir vu aucun Ouais, John ouais, ouais, Wick. complètement. Ça a Ouais, une ouais. immense notoriété, mais ça marche pas tant que ça. C'est assez C'est surprenant. ça. Et à Ouais. voir du coup, est-ce que TMC va passer le million? On vous l'annoncera sans doute pas la semaine prochaine parce que ça impliquerait qu'on enregistre le vendredi 24, ce qui est quand même rarement le cas. Oui, Mais la c'est semaine c'est pas suivante, faux. j'aurai un œil attentif là-dessus. Et enfin, je vais être assez bref puisque vendredi, il y a un match de l'équipe de France de foot et du coup, bah, en face, on a toujours un peu peur, donc pas de cinéma. Le Oui. blockbuster entre guillemets de Canal, c'est Ducobu président, autant vous dire que ça fait rêver. Sur France 5, c'est La lectrice de Michel Oui. Deville. Et puis, ben, on a presque fait le tour. Alors, même s'il y a ma comédie coup de cœur, c'est Les Anges Gardiens sur TF1 Ah, bah, Série bien Film. sûr, bien J'adore. sûr. Et d'ailleurs, mon cadeau de Saint-Valentin, entre autres, j'ai eu le Blu-ray des Anges Gardiens. J'étais trop content d'avoir eu ça parce qu'on le regarde souvent et on le regardait en DVD. Et là, il passe vraiment à la télé. Alors, laissez-moi quand même, du coup, vous dire juste rapidement pour clôturer cette émission 2 films que j'aime beaucoup qui vont passer sur les fameuses chaînes thématiques dont on parlait tout à l'heure. Le premier, ce sera sur Ciné Plus premier, c'est The Suicide Squad de James Gunn, Ah, qui est vraiment chouette et ouais, il très chouette, faut ouais. que les gens regardent la série Peacemaker, qui est une série HBO Max, mais qui est disponible en dehors du pass Warner. Et oui, Et David m'a promis qu'un jour, je pourrais en parler dans une émission, donc c'est l'occasion promis, d'en dès remettre que j'aurai quelques minutes. une petite goutte là-dessus. Et puis sur Ciné Plus Famille, c'est La prophétie de l'horloge avec Jack Black. C'était Ah sorti oui, à c'est chouette Halloween ça. il y a quelques années et il est Ouais. passé complètement inaperçu ce film et je l'aime beaucoup. Et voilà, nous avons beaucoup parlé. Voilà, je pense qu'on a été très complet encore ce soir. Eh ben écoute, l'émission n'est ni plus longue ni plus courte que d'habitude, donc c'est très bien, ça me va très bien pour le montage et aussi pour votre Parfait. écoute à vous, donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci encore pour cette semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à réagir à ce podcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter, donc voilà, nous ça nous va très bien, donc comme je vous ai dit en début d'émission, bien sûr cette émission n'est pas en vidéo, pour des soucis techniques, hein, voilà pour l'instant, on reviendra très vite dès qu'on le peut avec une caméra sur le pif, et puis on pourra vous faire ça voilà, avec nos jolies faces sur YouTube, mais en attendant, voilà, on est dispo en audio sur toutes les plateformes habituelles, et aussi sur YouTube, vous avez juste pas nos têtes en gros plan, c'est tout. Merci beaucoup mon cher David d'avoir encore amené beaucoup d'informations sur la télévision et sur le cinéma en général, et puis nous on se retrouve très très bientôt, la semaine prochaine de toute façon pour une nouvelle émission. Et ben merci à toi, bonne soirée, à très vite pour plein de nouvelles infos. Salut!